Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire. Au menu, on va revenir sur globalement la période qu'on est en train de vivre. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, pré-révolutionnaire, pré-fasciste, contre-révolutionnaire, etc. Comment qualifier aussi, on reviendra sur une citation, sur quelque chose qu'a dit Thomas Piketty cette semaine sur le plateau de En Société et qui m'a un peu choqué sur le Rassemblement national et la droite et leur possibilité d'accéder au pouvoir. Mais d'abord, on voulait commencer en parlant de la grande journée de mobilisation de jeudi 18 septembre, où il y a eu, selon les syndicats, 1 million de gens dans la rue, selon la police, un peu plus de 300 000. Non, 500 000. Comment 500 000. 500 000, 500 000. Très bien. 500 000 personnes, c'était une réussite. Il y avait du monde dans la rue, nous y étions à Paris avec Catherine, avec Karine, avec plein de gens. Je te pose une question Catherine, toi tu en tires quoi en fait de ce qui s'est passé, du succès en fait de cette mobilisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça s'articule en fait aux différentes crises qu'on chronique, dont on parle, crise du politique, crise démocratique, crise institutionnelle, crise économique, dont on parle très souvent? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, donc du coup il n'y avait pas que les cortèges syndicaux, c'était pas que des militants. Il y avait beaucoup de jeunes. Probablement une bonne part de ceux qui étaient là le 10 septembre pour bloquer tout et qui sont revenus le 18. Il y avait beaucoup de jeunes salariés. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'était le caractère assez dense et pas tellement autour des banderoles, des cortèges syndicaux, mais au-delà des banderoles et des cortèges syndicaux. Et le deuxième fait qui était marquant, c'est qu'il n'y avait pas de slogan. Franchement, moi j'ai passé, je sais pas, on est resté combien de temps? 4 heures, moi 4 heures. 4 heures, en dehors de Sommo tutti antifascisti, je crois que j'ai rien entendu comme slogan. Enfin, en tout cas que moi ou des slogans qu'on avait déjà entendus, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, ça c'est une chanson, il y a des chansons et des choses comme ça, mais des revendications, des slogans. Alors, il y avait des badges qui était très porté. Celui de la France Insoumise avait un certain succès, Macron dégage. Mais les gens, ils étaient là parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils veulent se faire entendre, parce qu'ils sont d'accord pour venir à ce rendez-vous donné par l'intersyndicale avec après Bloquons tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une espèce de fond commun dans cette manifestation qui n'était pas à mille en fait de ce qu'on a raconté la semaine dernière à propos de la fête de Dumas. C'est-à-dire que c'était un peu le même genre d'ambiance, de gens assez engagés, assez pas contents, qui veulent une autre politique, qui veulent être écoutés, mais c'était pas précisément, et d'ailleurs, moi, je l'imaginais que ça serait pas très centré sur une question et une revendication, et moi je pensais que ça pourrait être une faiblesse, c'est-à-dire que le fait que les gens, on ne sait pas à qui on s'adresse, puisque le cornu, nobody, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget, donc on fait quoi? On vient pour faire quoi? Pour dire quoi? Je pensais que ça pouvait démobiliser, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Alors, au départ, l'intersyndicale qui appelait à ce rendez-vous avait ciblé le budget de François Bayrou. C'était au tout début du mois de septembre. François Bayrou était encore Premier ministre et il avait fait une vague proposition de budget au milieu de l'été. Et c'était contre ça en fait qu'ils s'étaient mobilisés. Ils ont un peu modifié par le biais de communiqués de presse l'objet en disant on est contre le budget. Mais comme tu viens de le dire, effectivement, il n'y avait pas vraiment de budget qui était proposé, enfin qui est encore proposé par le gouvernement de Lecornu, par Monsieur Lecornu tout seul, qui n'a pas encore de gouvernement. Ce que je note, c'est qu'il est quand même, c'est même assez inédit, qu'il y ait une mobilisation sociale sur le budget en entier. On en parlait avec l'historien Roger Martelly ce midi. Il a dit franchement, j'ai pas vraiment de souvenir de mobilisation sur le budget. Pour rappel, un budget, une loi budgétaire, ça touche tous les secteurs de la France, tous les secteurs économiques, toute la fonction publique. Donc c'est vraiment
un des actes politiques les plus forts que fait le Parlement avec le gouvernement. Et c'est contre ça que ça se mobilisait. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais que... j'ai pas l'expérience de Roger ni sa hauteur historique. En revanche, ce que je vois, c'est que moi, depuis que je me mobilise, c'est-à-dire depuis 20 ans, je n'avais jamais... Comment ? T'es vieux ? Ça commence à faire. Je n'avais, je crois, jamais fait de mobilisation qui n'était pas des mobilisations de défense. C'est-à-dire de dire « je veux pas de ton CPE ». Ça, c'était mes premières mobilisations. « Je veux pas de ton traité de l'Union européenne. Je veux pas de ta réforme des retraites. Je veux pas de ta loi travail. Je veux pas. » Ok, d'accord. Donc ça, c'est de la défense. Là, peut-être que c'est un peu hyper optimiste, tu vois, mais j'avais l'impression que là, tout d'un coup, c'était la gauche qui était dehors et la gauche qui disait on est à l'offensive. Maintenant, c'est bon. On va arrêter de se faire marcher sur les pieds. On va arrêter d'à chaque fois devoir se battre en plus de se battre de façon... J'étais sur un plateau hier avec Michael Darmon, qui est un éditorialiste, et qui disait de façon fort juste, depuis le CPE, justement, aucune grande bataille nationale n'a été remportée par les syndicats. Donc depuis 2005. Ça fait 20 ans que les syndicats n'ont pas remporté de grandes batailles syndicales. Et donc peut-être qu'on est en train d'assister à un changement et à l'entrée dans le champ politique, au sens noble du terme, des syndicats. Et de dire, en fait, ils participent de l'offensive de la gauche, de dire, en fait, la gauche, elle existe, la gauche, on va pas se laisser faire contre ce fascisme rampant qui est en train de phagocyter toute une partie de la société. Elle a des propositions à faire, et la première chose que la gauche fait, et ce que je trouve assez naturel, entre guillemets, c'est qu'elle se dit, on se retrouve dans la rue. Et se retrouver dans la rue, c'est un moyen d'être ensemble, de discuter, parce que moi, j'étais accompagné jusqu'à Nation, et après, je suis reparti dans l'autre sens, et ben, je peux te dire que, tous les cafés étaient remplis, les gens, c'était à Paris, hein, mais j'imagine que c'est comme ça dans les 427 points de mobilisation en France, les cafés sont remplis, les gens discutent, moi, j'ai discuté avec plein de gens que je connaissais pas, etc., chacun donne son avis sur la situation politique, où est-ce qu'il a envie d'aller, etc. Enfin, tu vois, on se retrouve, et on se dit, maintenant, on va y aller. Oui, et ce qui était intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, d'abord, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas gagné, mais plus que ça, c'est que malgré la puissance des mobilisations contre la réforme des retraites, on a perdu. Donc le fait que ce double effet, il n'y a pas de revendication de slogan très précis, il n'y a pas d'interlocuteur, et on a perdu, moi je ne trouvais pas ça fait d'avance. J'étais pas sûre que ça allait le faire, que ça allait marcher, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient faire douter, plus évidemment l'habituel tintamarre qu'ils nous ont fait sur les Black Blocs, etc., pour effrayer tout le monde et tenter de dissuader de venir aux manifs. Mais voilà, je trouvais, et en effet, je suis d'accord avec toi, on a le sentiment, c'était une manifestation appelée par les syndicats, et c'était une manifestation qui n'était pas à proprement parler syndicale. Elle n'était pas, vraiment pas que syndicale. Elle exprimait quelque chose qui était de l'ordre du politique, c'est-à-dire on ne veut pas de votre truc là. Alors ce qui était marrant, c'est que Sophie Binet le disait à la une de Libération jeudi, elle dit le patronat est en train de perdre la bataille politique et culturelle sur ses privilèges. Et le truc, dans les choses qui revenaient très très souvent sur les banderoles, les affiches que les gens se faisaient, etc., c'était les parasites, c'est eux. C'est pas nous qui sommes les assistés, c'est eux les assistés. Voilà. Oh. Et je trouve que dans les éléments, enfin moi je suis convaincue de ce truc-là, c'est que dans les éléments qui ont beaucoup marqué les Français dans leur esprit, c'est le rapport des sénateurs de cet été, ouais. les 211 milliards qui est redoublé par le bouquin qui sort et qui a un peu d'écho dans la presse, où au contraire ils disent 200, enfin au contraire, encore plus 270 eux ils disent milliards. c'est 270 milliards qui ne sont pas attribués.
bizarrement, Moscovici, qui était interviewé l'autre matin sur France Inter, disait c'est 190 milliards, donc à peu ou prou ce que disent les sénateurs. C'est-à-dire que cette idée qu'il y a des centaines de milliards qui sont distribués sans qu'on ne sache à quoi ça correspond et sans exigence, ça ne veut pas dire qu'il faut tout reprendre, mais qu'en tout cas, il y a au moins avoir un contrôle, une exigence et des attentes à cet égard, ben, j'ai trouvé que c'était ultra puissant dans les petites blagounettes que les gens font sur leur pancarte, etc. quoi. On ne peut plus se permettre nos milliardaires, comme tu le répètes souvent. On peut plus se permettre. On peut plus se permettre d'avoir des milliardaires, ils nous coûtent trop cher. Il y a une autre chose que je voulais rajouter et qui va faire le lien avec la question qu'on voulait se poser après. C'est cette vie en fait de la gauche. Là, quand même, la gauche occupe le champ médiatique, politique, intellectuel depuis le début de l'année, avec la manifestation, les manifs du 10 septembre, bloquons tout. Enfin, début de l'année, pour toi, c'est l'année scolaire. Hein. L'année scolaire, ouais, pardon. Depuis l'été. Donc ça, donc le bloquons tout, la manif intersyndicale, la taxe Zuckman. La fête de l'UMA. La fête de l'UMA. La taxe Zuckman, qui est quand même quelque chose de très important. Tout à l'heure, tu te disais, on est en train de voir, c'est eux les parasites. Mais en fait, là, il y a eu un sondage, on en a parlé cette semaine. C'est 80% des Français, dans tous les partis politiques confondus, qui sont pour cette taxe Zuckman et qui pensent qu'effectivement, il faut taxer les ultra-riches. Et que c'est de là que vient le problème. C'est-à-dire que, et la gauche, donc, et elle se mobilise. Et elle dit, voilà, regardez, on est 1 million dans la rue, etc. Que fait le Rassemblement national ? Pas grand-chose. Le Rassemblement national, là, aujourd'hui, il est dans une espèce de... Il ne sait pas trop où il habite. Il y a Le Cornu qui a été nommé, alors soi-disant, c'est leur meilleur ami. Ils ne savent pas trop s'ils vont... Il y a d'ailleurs des dissensions à l'intérieur du Rassemblement national. J'ai entendu Laure Lavalette, qui est une députée du Var, RN, qui disait que il n'y aurait pas de censure a priori. Puis après, 5 minutes après, tu as Julien Audoul, député du centre, qui vient dire si, censure a priori. On lui dit, Lavalette, il y a 10 minutes, elle a dit le contraire. Enfin, tu vois, ils ne savent pas où est-ce qu'ils habitent, ils ne savent pas s'ils doivent être un soutien, une béquille pour ce gouvernement ou pas, alors que toute la gauche, France Insoumise, PC, Europe Écologie Les Verts et PS, ont dit qu'ils allaient censurer ce gouvernement. Alors après, effectivement, est-ce qu'il y en a qui vont leur parler ou pas, aller aux discussions pour après sortir en disant « Oh là là, mais quelle merde !» Parce que globalement, ils sortent tous comme ça. Ça, c'est des histoires, c'est de la tactique, à mon avis, c'est pas le bon niveau de lecture. Le bon niveau de lecture, c'est que tout le monde dit non, on le censurera dès qu'on en aura l'occasion. Et donc, il y a une unité, de ce point de vue-là, contre ce gouvernement, qui, en plus, montre de la vie. Le RN, pas du tout, honnêtement. Et donc là, on est dans un moment politique qui est un peu particulier, tu vois, où, alors même qu'on voit bien au niveau mondial la puissance de la lame de fond réactionnaire, néo-fasciste, fasciste tout court, qui est emportée par Trump, Milley et compagnie, et dont essaye de bénéficier la droite. Il y a eu la mort de Charlie Kirk, dont on a parlé la semaine dernière, de ce leader d'opinion d'extrême droite. On voit qu'ils essayent de surfer là-dessus, mais en fait, il y a quand même des spécificités à la France que le RN n'arrive pas, j'ai l'impression, on parle de juste depuis après l'été, n'arrive pas là à sédimenter, il n'arrive pas à l'utiliser, il ne sait pas trop quoi dire, il est un peu perdu, je trouve, à ce niveau-là. Pour conclure sur la première partie sur les mobilisations, il y avait un air de NFP dans la rue. Là, en tout cas, hier, nous, c'est ça qu'on comme à la fête de l'UMA. Il y avait un air de la gauche qui se rassemble et qui se rassemble sur des exigences. C'est-à-dire que c'était pas, on signe pas des chèques en blanc. Et dans les choses que je ressens, c'est que une de nos faiblesses, une des faiblesses de la gauche, c'est cette désunion politique, c'est-à-dire que tu as une gauche sociale, militante, intellectuelle, humaniste, des gens qui, se sentent de gauche et qui veulent que ça s'arrête, toutes ces dingueries, là, le musée des horreurs, comme disent les syndicats, qui veulent on passe à autre chose. Mais pour l'instant, l'offre politique, la proposition politique, elle n'est pas là. Et j'entends bien que
autour de Lucie Castet, tu as tous les partis, et que désormais, si je crois savoir que le Parti communiste participe également maintenant aux discussions pour élaborer un programme, un projet ou je ne sais, que la France Insoumise n'en fait pas partie et dit mais nous le programme et le projet on l'a déjà puisque c'est celui du nouveau Front Populaire. Bon bref, donc chacun est en train de continuer cette espèce de guerre pour justifier les deux gauches irréconciliables, etc. Et je crois que ça nuit gravement au fait de donner de l'essor à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'ère du temps de la gauche, vraiment pas simplement la gauche politique, qui retrouve de la force, qui recommence à oser parler, défiler, etc. Et qu'elle n'a pas d'expression politique très claire. Alors on va voir ce qui va se passer à la différence de l'extrême droite. L'extrême droite, ils n'ont pas cette dynamique-là, évidemment, dans la rue, mais par contre, le projet politique et les leaders, etc., lui, il est formulé extrêmement clair, et ça, c'est quand même un de leurs atouts. Je vais juste rajouter un tout petit truc par rapport à la police, parce qu'il y a quand même eu, encore une fois, l'État, en fait, on a vu toute la semaine, ils ont fait monter la sauce en disant va y avoir des black blocs, va y avoir des gens qui vont tout péter, je sais pas quoi. Donc nous, ça je parle j'imite Bruno Retailleau, hein. Donc nous, on va mobiliser plus de 80 000 policiers dans toute la France, on va faire maintenir l'ordre, on va maintenir l'ordre. Des blindés, 24 blindés, des Bravem et tout ça. Ce qui a été le cas, hein. Enfin, je veux dire, on en a été les témoins tous les deux à Paris. Enfin, je veux dire, c'est toujours absolument flippant. Tout le monde était joyeux, il y avait des enfants, des vieux, tout ce que tu veux. Enfin, et c'est tout ça entouré par des espèces de Robocop, comme si on était en état de siège. Tu arrives à la place de la Nation dans un nuage de gaz lacrymogène, c'est insupportable. Voilà. Donc c'est insupportable. Voilà, genre juste rappeler ça parce qu'il y a encore eu des images de violences policières à Marseille, à Lyon, enfin, je veux dire, des images mais lunaires où genre, ils sont là, ils balancent des jeunes filles, tu vois, qui veulent juste sortir du cortège, ils les roulent par terre, enfin, c'est vraiment des images absolument pas possibles qui posent encore cette question de la façon dont l'État utilise la police en fait, pour créer un ennemi, enfin pour essayer dans l'opinion publique de créer un ennemi, parce que bien évidemment, derrière, vous avez les chaînes d'information en continu et il y en a aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qui utilisent les images en disant « Regardez cette poubelle qui brûle, c'est quand même scandaleux ». Voilà, après, si tu veux, on peut parler de la violence des manifestants, on peut faire un point sur la violence des manifestants. Voilà, on a fini le point sur la violence des manifestants. On peut passer donc au sujet suivant, qui est, est-ce que, parce que c'est une question auquel on réfléchit beaucoup à regard, enfin, genre, comment est-ce qu'on peut qualifier le moment qu'on est en train de vivre cette semaine, Catherine, toi qui n'es pas très encline normalement à utiliser cette terminologie, tu m'as dit quand même, enfin, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une période un peu pré-révolutionnaire. Enfin, genre, tu me l'as dit comme ça, alors que c'est pas le genre de truc que tu dis comme ça à l'emporte-pièce. Oui. Il y en a d'autres qui le disent assez souvent. Oh, c'est bientôt la révolution. Oui, enfin voilà, c'est ça. C'est que je suis trop vieille. Des moulins tous les mardis matins. Voilà, je suis trop vieille pour l'utiliser, quoi, cette prophétie. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue, elle n'est jamais advenue depuis que... Toi, ça fait 20 ans et moi, ça en fait 40, quoi, que je fais des manifs, des collages, des trucs et des machins pour essayer d'espérer une victoire et même une victoire politique. Bon, bref. Donc, et là, il y a une espèce de truc qui est très paradoxal, c'est que la newsletter que tu as fait mardi, dans lequel tu montrais que on est devant un moment où tu as une bascule du patronat un durcissement du patronat qui va jusqu'à aggraver la crise politique. C'est-à-dire qu'ils en sont à mettre en danger le gouvernement Macron. Par exemple, ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites, aujourd'hui en se braquant sur toute idée de participer à l'effort sur une nouvelle imposition, c'est-à-dire qu'en fait, ils empêchent la Macronie d'avoir la moindre marge de manœuvre. Donc ils sont un élément bloquant. Et
notre analyse, c'est pourquoi ils sont cet élément bloquant? Aussi parce qu'ils sont en train de faire leur conversion vers le Rassemblement national. Ça n'est pas de toute éternité. Longtemps, le MEDEF a été opposé à l'accession au pouvoir du Rassemblement national, parce qu'ils pensaient notamment que c'était pas bon pour leurs affaires, que c'était une mauvaise image de marque pour la France, et que ça ne correspondait pas à ce pays et à leurs intérêts. Parisot en est celle qui a été longtemps la patronne du MEDEF, avait écrit un livre en ce sens, mais c'était quand même à peu près la ligne du MEDEF, du CNPF puis du MEDEF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des patrons à l'intérieur d'entre eux qui étaient de sympathie proche de l'extrême droite, mais leur ligne n'était pas celle-là. Et là, eh ben, moi, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire qu'ils se bloquent d'autant plus qu'ils espèrent obtenir ce qu'ils demandent, et encore davantage politiquement, avec l'élection présidentielle d'un Retailleau, d'une Marine Le Pen, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une perspective politique de rupture avec le pacte social français. Même si Macron a cherché à le défaire, à le détricoter, c'est rien par rapport à ce qu'ils nous promettent les petits fachos et fachos déguisés là. Et donc je crois que c'est cette perspective politique que l'on voit du côté du MEDEF, le raidissement sur le plan, je dirais, du monde médiatique. Avec Pablo, on les fréquente un peu et on voit à quel point ça résiste peu, voire ça ouvre des portes, etc. À l'extrême droite, un peu partout. Le fait qu'on ait cette poussée à l'échelle internationale, donc on se dit on est dans un moment réactionnaire très puissant et qui va tout emporter. C'est-à-dire que c'est pas simplement que Marine Le Pen a 34% d'intention de vote dans les sondages, c'est qu'elle a des appuis dans le monde médiatique, dans le monde intellectuel, dans le monde économique, et qu'elle a des appuis à l'échelle internationale. Donc on se dit, waouh, c'est la cata. Et malgré cela, je suis moins pessimiste que je ne l'étais il y a 6 mois. Parce que justement, ce que je pense qui bloque cette dynamique-là, c'est le fait qu'on ait une gauche encore debout, encore solide, et qui manifeste, comme on l'a vu, et qui se tient droite dans les combats sur tous les terrains. Ceux des droits de l'homme, ceux concernant l'immigration, ceux concernant la justice sociale, etc. Voilà. Et il nous manque la politique. C'est clair que la politique, on n'y est pas, et que tous ceux qui discutent là, encore une fois, il ferait bien d'accélérer un peu le tempo là pour qu'on s'en sorte, et que forcer France Insoumise à arrêter leur connerie de leur roue libre solitaire là, qui nous met tous dans la merde. Je vais revenir sur les 2 points. D'abord sur la question de la fascisation en fait d'une partie de la société, et notamment de la bourgeoisie, du grand capitalisme, etc., dont effectivement j'ai parlé dans une newsletter, et qui aujourd'hui anime, enfin tu vois, il y a beaucoup de gens qui en parlent à l'aune de la taxe Zuckman. Alors vraiment, ça leur est vraiment impossible d'imaginer qu'ils puissent payer une taxe de 2% sur leur patrimoine. Enfin, ça c'est... Il n'y a pas que les fachos qui sont contre. Hein. Exactement. Non, mais c'est pour ça. Je te dis, ça c'est une façon pour le patronat et pour qui défendent les plus riches, parce que en fait les patrons, si j'ai bien compris, au MEDEF, il n'y en a pas beaucoup qui ont 100 millions d'euros de patrimoine, mais quand même, au cas où ils pourraient le devenir, tu vois, genre, ils préfèrent, genre, ou que leurs amis, comme eux, ils ont plus de 100 millions, ils préfèrent se mobiliser contre. Moi, ma question, et on n'était pas d'accord tout à l'heure, mais pour moi, c'est quand même une question primordiale. C'est d'ailleurs dans une interview cette semaine que j'ai faite avec Laurent Mauduit, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Collaboration, sur les liens entre le milieu des affaires et l'extrême droite. Est-ce que cette question, c'est au nom de la défense stricte de leurs intérêts qu'ils se disent, bon bah en ce moment la dynamique politique la plus puissante c'est l'extrême droite, alors, ça c'est la thèse de Mauduit, hein, alors
on va aller du côté de l'extrême droite parce qu'en plus, eux, c'est super sympa. Si par exemple, quand on a le choix entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national et qu'on est le grand capitalisme, on se dit, ah, si le nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, eux, ils vont vouloir appliquer, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, leur programme, avec le programme, tout le programme. Enfin, je veux dire, ils vont être dans une politique qui va vouloir s'attaquer directement au capital. Alors que le RN, eux, ils sont malléables. Et d'ailleurs, ils le montrent. Ils n'arrêtent pas de leur tendre la main. Jordan Bardella, il veut toujours leur faire des bisous, etc. Enfin, et donc, ils se disent, pour eux, il est plus logique d'aller vers le Rassemblement national pour qu'ensuite ils portent leurs intérêts, justement. Mais là, c'est une vision qui serait strictement sur la question des intérêts. L'autre question qui se pose, et on en discutait encore une fois avec Roger Martelly ce midi, c'est de savoir si dans la question de la classe, si dans la bourgeoisie, par essence, il y a aussi un moteur fasciste. C'est une vieille question, hein. Enfin, Roger nous disait, mais dans les années 50, 60, il y a déjà des gens qui écrivaient là-dessus et qui disaient, oui, il y a un lien direct et consubstantiel, en fait, entre le fait de détenir le capital, de détenir l'outil de production et le fascisme. Aujourd'hui, moi, je suis un peu perdu parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était un peu aussi la remarque que faisait Roger, tu vois. Il disait, genre, une fois que tu as dit ça, comment t'avances, tu vois? Enfin, qu'est-ce que t'en fais? D'abord, on n'est pas obligé d'arbitrer. Non. Hein, on peut se dire qu'il y a un peu des deux, qui défendent leurs intérêts, et qu'il y a quelque chose qui correspond dans la logique capitaliste, qui est une logique de concurrence et d'inégalité, aux dynamiques fascistes. Donc le fascisme ne s'accommode en tout cas, certainement pas d'une vision égalitaire. Ni égalitaire entre les races, ni égalitaire entre les classes, ni égalitaire entre les sexes. Donc le cœur de la pensée fasciste, c'est l'inégalité. Donc le patronat qui est très satisfait de justifier, ses privilèges, sa superbe, c'est-à-dire que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont super brillants et tout à fait exceptionnels, et que c'est pour ça qu'ils peuvent toucher 300 fois le SMIC, ça leur va. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui leur va. Donc dans cette logique-là, il y a quelque chose qui est compatible avec le fascisme. Ceci étant, il y a quand même aussi, dans le capitalisme français, et jusqu'à relativement récemment, beaucoup qui ont vu leur intérêt à être articulés à un État qui, en France, pensait le développement du pays avec des services publics, des gens qui étaient formés, des gens qui étaient soignés, et un État qui organisait les investissements pour leur développement. Donc, je veux dire, Et ça, Laurent Mauduit dit la même chose que toi, parce qu'il dit, en fait, c'est notamment à partir de la crise de 2007-2008, la crise économique, exactement, puisque là, tout d'un coup, la proposition néolibérale la proposition en fait de la France, État social, mais aussi néolibéral, enfin un peu des deux, tu vois, prend un coup sur la nuque, et donc du coup, on se retrouve avec comme alternative ou bien la gauche, et la gauche de gauche, tu vois, qui commence à naître, en fait, à partir du milieu des années 2010, tu vois, au milieu du quinquennat de François Hollande, et de l'autre côté, le Rassemblement national. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette temporalité, parce que je pense que la gauche, justement, la gauche un peu qui tient debout, la gauche de gauche, comme l'appelait Pierre Bourdieu, c'est lui qui avait donné ce nom-là, il la donne à partir de 1995, c'est-à-dire le mouvement social de 95. Et moi, je crois que c'est totalement... ce débat-là est important parce qu'en fait, ça donne... une place hypertrophiée à l'événement politique et à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Alors que moi, je crois, et c'est pas parce que j'ai un discours contre Jean-Luc Mélenchon et contre la France Insoumise, c'est que le socle de la France, c'est justement qu'il y a une base sociale, une base culturelle, une histoire qui permet à une gauche de gauche, comme dirait Bourdieu, qui tient debout. Et donc ça ne naît pas en 2014 au milieu du mouvement du quinquennat de François Hollande. Ce n'est pas la rupture de la relation entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste qui est l'acte fondateur de la gauche, pas du tout. Et le Parti socialiste.
Non. Les partis communistes aussi. Oui, en 2014, il rompt avec le Front de gauche. L'Alliance, voilà. Et il va créer ensuite la France Insoumise en 2016. Donc non, je ne crois pas que la fondation de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est important qu'a fait la France Insoumise, c'est qu'elle lui a donné une expression politique. Et c'est pour ça que Mélenchon gagne les élections présidentielles de 2017 et de 2022 à gauche et très largement. Mais il la gagne, il n'invente pas la gauche de gauche, Jean-Luc Mélenchon. La gauche de gauche, il y a, et on s'en parlait ce midi, et moi je me suis amusée de la proposition qu'avait fait Pablo hier dans la newsletter de mettre un extrait d'un film sur la Révolution française avec un discours enflammé de Camille Desmoulins, parce que l'histoire de la gauche française, elle s'enracine très longuement, elle s'enracine dans la Révolution française, elle s'enracine dans le mouvement ouvrier sous ses différentes formes. C'est le mouvement coopératif, c'est le mouvement syndical, c'est les partis de gauche, et elle s'enracine jusqu'à aujourd'hui, c'est les luttes anticoloniales, bon, et ça va jusqu'à maintenant. Mais c'est dedans, et le problème, c'est que à partir des années, je dirais des années 90, en fait, il n'y avait plus d'expression politique pour cette gauche de gauche. Le Parti communiste n'était pas en état de le faire, pour des raisons qu'il n'est pas temps de discuter ici. N'empêche qu'il ne représentait plus, il ne donnait plus corps politique à cette gauche de gauche qui a toujours existé en France. Et Jean-Luc Mélenchon va le faire en renouvelant le genre, hein, c'est-à-dire il n'est pas strictement une continuité du Parti communiste, hein, on le sait bien, il va plus s'installer dans les mouvements étudiants, par exemple, et dans les terres Ratsoc du Sud-Ouest, plus que le Parti communiste, mais beaucoup dans les terres du Parti communiste, et il va donner une expression politique à cette gauche de gauche qui existe de longue date. Donc je ne suis pas d'accord, je pense que la crise de 2008 constitue un élément important de la crise actuelle et de ses conséquences, ça c'est vrai, mais historiquement, politiquement, ce n'est pas ça le point de bascule, et en tout cas certainement pas le quinquennat de François Hollande. Non. Alors, pour conclure en fait sur genre, cette situation, tu vois, que d'aucuns disent qu'elle est pré-révolutionnaire, tu vois, genre Et c'est, pardon, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est heureux aussi qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, ça ne relève pas juste de l'initiative aussi clairvoyante soit-elle. C'est-à-dire que le fait que la gauche de gauche existe en France, et que donc nous avons une chance de résister à la vague noire qui est en train de gagner partout. Enfin, c'était terrorisant, quoi. Je veux dire, la manifestation en Angleterre le week-end dernier avec 150 000 fachos anti-immigrés, le fait que l'AfD triple ses voix dans les élections locales en Allemagne de l'Ouest. Enfin, je veux dire, on est devant une situation extrêmement préoccupante. Il y a une tradition française qui s'est maintenue et qui est ramifiée. C'est-à-dire qui n'est pas liée simplement à un point. Elle ne s'inscrit pas que dans la politique et elle ne s'inscrit pas que dans un parti. Elle est large et donc elle est ancrée. Donc, savoir si nous étions dans un moment genre pré-révolutionnaire ou même révolutionnaire tout court, tu vois, enfin... Je comprends en fait pourquoi certains sont tentés de dire ça, parce que là j'ai lu une étude d'opinion, mais alors je me souviens plus quel institut de sondage c'était, tu vois, qui disait les mots qui revenaient le plus, c'était juste après bloquons tout, mais c'était dans la population française, c'est ras-le-bol. Donc il y avait le mot ras-le-bol, il y avait le mot assez, donc il y en a assez, puis il y avait d'autres mots comme ça, il faisait un nuage de mots. Donc tu te dis ça, est-ce que c'est propice à un moment, tu vois, de révolution, c'est-à-dire un moment de bon merde, on change tout, il y en a marre, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce que les gens en ont ras-le-bol, tu vois, et genre pointent du doigt la vacuité du politique, l'impossibilité du politique à apporter des solutions qui paraissent, en plus, je vais dire un mot qui est vraiment un mot de droite, mais de bon sens. Tu vois, c'est-à-dire genre, comment est-ce que tu fais pour soigner les gens? Comment tu fais pour nourrir les gens correctement? Comment est-ce que tu fais pour loger les gens correctement? C'est-à-dire, ces trois questions et les éduquer, hein. Et voilà, ces questions en fait qui paraissent élémentaires, tu vois, genre, ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour des politiques qui nous dirigent, et ce depuis 20 ans. Enfin, tu vois, ils ne cherchent plus, en fait, à ce qu'on vive normalement ou à ce qu'on vive bien. Et donc, il y a un ras-le-bol. Mais ça ne veut pas pour autant dire que, genre, il y a une volonté de tout foutre par terre et de tout changer. Genre, la question de la continuité du monde dans lequel on vit, alors, ça va... Il y a la continuité, par exemple, de notre état social,
on part en France, on a un socle, on a un état social en fait qu'on a conquis, qu'on a construit à la force de nos luttes depuis le début du XXe siècle et qui aujourd'hui a encore une existence et donc on se bat pour ça. Et ça veut dire que genre, dans le cadre d'une révolution, en vérité, on voudrait le sauver et on voudrait même le réhabiliter, tu vois. Après, il y a aussi une continuité, ça va me faire moins plaisir aux gens de gauche, mais la continuité du capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui les gens qui trouvent, par exemple, dans la consommation, un certain bonheur, c'est pas négligeable. Le fait de pouvoir avoir accès à toute une foultitude de produits de consommation, qui soient culturels, qui soient des habits ou qui soient je ne sais quoi, ou des peluches, tu vois, genre là il y a les Laboubou, tu vois peut-être pas ce que c'est, mais genre. Merci. Non mais vraiment, il me prend vraiment pour une cave. Hein. Je rigole. Et genre... Non, tu rigoles pas. Non, je rigole pas, je savais pas. On en a jamais parlé ensemble. Ouais, d'accord, mais... Et bon, tu vois, les Laboubou, le succès des Laboubou, y compris en France, une cave, tu je vois. sais ce qu'est le Laboubou. Alors, Laboubou, c'est des espèces de peluches immondes. Qui coûtent 90 balles. Voilà, avec des gros yeux comme ça, là. Tu vois, ce succès dit quelque chose, en fait, du monde dans lequel on est, et c'est vraiment un objet, mais capitaliste par excellence, quoi. C'est de la merde en barre en matière, comment on dit, manufacture. Enfin, c'est pas de la manufacture, c'est du rien du tout. Tu vois, ils vendent ça très cher et c'est un succès. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que quand même, il y a une certaine appétence, tu vois, genre le nombre de gens qui utilisent Amazon. Moi, je veux bien pour se faire livrer, etc. Je veux bien qu'ils utilisent Uber Eats, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très profondément ancré aujourd'hui dans nos habitudes, dans nos us et coutumes. Et je suis pas certain que demain, le projet de dire tout ça à poubelle, je suis pas sûr qu'on trouve une majorité de gens qui soient capables de dire Amazon à la poubelle et Laboubou à la poubelle. Voilà. Alors ça tombe bien, je crois pas que ce soit au cœur ni du projet des partis de gauche, ni du NFP, ni de l'AFI, ni de rien de tout ça. Non, mais la continuité du capitalisme est quand même, tu vois, le fait qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont s'accrocher au modèle capitaliste, y compris les gens qui souffrent le plus de ce système, est quelque chose qui doit nous interroger. Oui, moi, quand je vais très mal, je vais m'acheter des chaussures. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que la consommation comme antidépresseur, ça existe. Mais je pense que l'idée, c'est de trouver une façon d'être un peu plus heureux, en harmonie avec les autres, moins inquiet pour le futur et tout ça. Et c'est ça que propose, et c'est ça qui est le cœur de la recherche de la gauche dans sa diversité, encore une fois. Et quand je pense qu'on est dans une phase de rupture, moi je le crois. Alors qu'est-ce que ça va être, jusqu'où ça va être et qu'est-ce que ça va porter, je ne sais exactement, mais je ne crois pas que ça va continuer dans du raisonnable qui va s'arranger et se partager les rôles, les souffrances, un petit peu plus pour le peuple, un petit peu plus pour les bourgeois, je sais pas quoi. Je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, parce que le système craque. Voilà, je pense que le système craque. Alors, est-ce que ça sera rupture au sens de la table rase ? Ça, je ne crois pas non plus. Et je pense en effet que dans la rupture, il y a une demande de continuité en fait. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles on tient qu'on ne veut pas perdre. Et dans les choses auxquelles on tient, il y a les paysages, la langue, la bouffe, la solidarité, la sécurité quand on va se faire soigner. Quand on est malade, on n'est pas inquiet de se faire soigner, etc. Donc des choses qui existent et qui vont, voilà, je pense que la rupture c'est pas, sans doute probablement pas le mot, il a peut-être pas choisi le bon mot d'ailleurs, le cornu. C'était la discussion que tu avais eue avec Clémentine quand tu l'avais interviewée, c'est exactement ça. Donc vous avez parlé tous les deux et je pense qu'elle avait raison, que les gens ne veulent pas forcément de la rupture, mais ils veulent une autre vie.
T'as raison, Clémentine l'a dit, et il y a un article très intéressant dans la revue Frustration, qui est un article qui est écrit par Clément Sénéchal sur la question du grand soir, où Clément explique que en fait c'est une invention de la droite, le terme de grand soir historiquement, et que jamais la gauche n'a appelé un grand soir, c'est-à-dire à une table rase du jour au lendemain, quoi. Genre, et que la révolution c'est un phénomène long. Genre, évidemment. Je sais plus qui disait dans la deuxième partie du XXe siècle, la Révolution française, on y est encore. Tu vois, genre, elle a à peine commencé, en fait, et on était en 1960. Donc, je crois que c'était un dirigeant, peut-être un dirigeant communiste de l'Est, à l'Est, je sais plus qui c'était. Et donc, bref, genre, tout ça pour dire que, voilà, la qualification du moment, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet. En fait, qualifier, bien nommer les choses, c'est quand même... Oui, mais ça a une importance aussi, parce que ce que je pense, c'est que à la fête de l'UMA, Mélenchon se moque à un moment donné de ceux qui veulent s'unir pour faire face au Rassemblement national. Donc il dit, oui c'est ça, vous sortez le Rassemblement national et gna gna gna, tout le monde a peur et il va se cacher et on va voir les castors qui recommencent à... Donc, en faisant ça, il niait ou il relativisait profondément le risque, et ce que nous on analyse de manière un peu récurrente, c'est-à-dire de voir l'épaisseur qui est en train de se construire, autour des idées fascistes. Ce que tu viens de raconter sur l'intime, éventuellement, les forces du pouvoir, dans leur diversité économique, médiatique, etc. Donc, Mélenchon a profondément tort de faire scrognogno ragnagna. Parce que ça, ce n'est pas juste. Il y a un vrai danger, et un danger d'autant plus important qu'il est inscrit dans une dimension internationale dont on voit qu'elle va vite et qu'elle est hyper violente. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même d'un bon niveau quand même. Ils ont donné que Berkeley, l'université de Californie, public, donne au gouvernement Trump le nom de 160 professeurs et étudiants à l'autorité qui lui demandaient qui étaient les manifestants pro-palestiniens accusés d'antisémitisme. Enfin, c'est quand même un niveau de délation invraisemblable. Bon, ceux qui ont été virés, on ne va pas refaire la liste, je ne parle pas de Trump. Bref, donc Mélenchon a tort de relativiser ça. Par contre, il a raison d'insister sur le fait qu'on ne va pas suspendre la réforme des retraites. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai danger fasciste. On ne va pas le suspendre parce qu'il faut l'abroger. Voilà. C'est ça. Je fais le sous-entendu. Oui. Mais, mais les syndicats sont très clairs sur ça. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, ce qui est demandé par les syndicats. C'est les socialistes qui demandent la suspension. Voilà. Donc, Mélenchon a tort sur un point qui est la relativisation du risque très très grand de l'extrême droite, parce qu'ils peuvent prendre le pouvoir, et que s'ils prennent le pouvoir, ils peuvent faire des choses très très graves. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, il a raison de dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est proposer une autre solution. Et donc, c'est ce télescopage-là qu'il faut être capable d'intégrer, et donc d'avoir une proposition à la fois audacieuse, à la fois unitaire, qui permettent de mettre la gauche en situation de prolonger son effort. Dernier sujet qu'on voulait aborder. Alors, on a choisi de rentrer dans le sujet par une citation de Thomas Piketty que je vais vous livrer. C'est une citation, mais en fait c'est une pensée qu'il est en train de développer. Il l'a développée sur plusieurs plateaux. Et puis on a vu aussi que Julia Cagé, avec qui il travaille, avec qui ils ont écrit un dernier ouvrage ensemble, a aussi développé à sa manière ce matin sur France Inter. En gros, ce que dit Piketty, c'est il faut laisser... nous sommes dans une crise démocratique, institutionnelle, politique très grave. Aujourd'hui, on ne doit pas fermer la porte à la possibilité que l'extrême droite, le Rassemblement national, exerce le pouvoir, autant que LFI
puisse exercer le pouvoir. Et donc, il le répète, c'était dans le plateau notamment de En Société, il le répète plusieurs fois, ça, en disant il faut laisser la possibilité que LFI et le RN puissent exercer le pouvoir, etc. Citant un exemple, parce que c'est la deuxième partie de notre réflexion, enfin, la question qu'on veut se poser, il dit, par exemple, si demain, Retailleau est Premier ministre et veut gouverner en alliance avec le Rassemblement national, eh bien pourquoi pas. Voilà. C'est vraiment textuellement ce qu'il raconte. Moi, j'ai un double... Il le propose parce qu'en arrière-plan de ça, quand même, le fond de ce que Cagé et Piketty disent, c'est qu'il faut reconstruire le clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, qui est le clivage historique de la France. Et c'est sa disparition, sa binarité nette, qui pose problème, qui permet plus de fonctionner parce qu'on est donc dans cette tripartition qui permet plus de dégager des majorités. Donc il faut revenir au clivage gauche-droite et donc dans la droite, accepter qu'il y a l'extrême droite. Exactement. La droite, c'est pour lui, et d'ailleurs c'est dans le bouquin qu'il a fait avec Julia Cagé, pour eux, c'est le RN plus LR. C'est ça en gros. La droite telle qu'ils le pensent. Tu vois, ils mettent aussi la droite, quoi. Oui, la droite. Pardon, les macronistes et les, je sais pas quoi, les philippistes, enfin tout ce monde-là. Alors, non, toi tu voulais plutôt discuter de savoir si on pouvait mettre tout ce monde-là ensemble. Enfin, je vais te laisser dire là-dessus. Mais moi, en fait, la première chose qui m'a vraiment profondément choqué dans ce qu'a dit Thomas Piketty, c'est que, en gros, c'est un homme de gauche, hein, il s'en cache pas, enfin, genre, il est même structurant en fait aujourd'hui dans la façon dont pense la gauche, notamment sur les questions des inégalités. Et en fait, il laisse la possibilité, il ouvre la possibilité même à ce que l'extrême droite puisse prendre le pouvoir. C'est-à-dire que quand il dit on peut laisser... Et ça, moi j'avoue que c'est quelque chose auquel, quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Et on a même eu des différends avec tous les deux, avec Catherine, tu vois, genre je vais vous donner j'ai appelé, avant que soit nommé Sébastien Lecornu, avant que ne tombe d'ailleurs François Bayrou, j'avais appelé un cadre socialiste avec qui je m'étais entretenu pour savoir un peu, eux, parce qu'on pensait qu'Olivier Faure allait peut-être devenir Premier ministre. Et nous, on pensait que c'était une catastrophe avec Catherine, parce que, s'ils étaient Premier ministre, en plus, sans faire un gouvernement avec la France... Non, mais sans faire un gouvernement en excluant la France insoumise, en édulcorant leur programme... Ils n'avaient aucune chance. Était là, ça allait être la catastrophe, tu vois. Et donc, je lui dis ça, et lui, il me dit, oui, mais Pablo, là, nous, en tant que Parti Socialiste, en fait, on est face à un choix, c'est ou bien... Bon, finalement, il a nommé Lecornu, tu vas me dire, c'est encore un truc différent, mais c'était un espèce d'ultimatum, ou bien il nomme l'extrême droite, il nomme Jordan Bardella à Matignon, ou bien c'est nous. Et il me dit, moi, en tant que cadre socialiste, je ne peux pas accepter que Jordan Bardella mette un pied à Matignon. Ça m'est intellectuellement impossible et je me battrai de tout mon corps, donc nous allons accepter la proposition d'Emmanuel Macron, potentiellement, etc., etc. Et moi, j'avais entendu, en fait, cet argument. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec lui. Je comprends plutôt pourquoi, en fait, pour lui, on préfère... moi, j'ai voté Emmanuel Macron en 2022, plutôt que de ne pas aller voter face à Marine Le Pen. Et je crois qu'en 2027, à chaque fois ça me fait de plus en plus mal, mais que je recommencerai, tu vois, laisser rentrer l'extrême droite dans ce qu'elle a de plus, dans sa définition la plus pure, c'est-à-dire Marine Le Pen, Jordan Bardella et consorts, dans les endroits du pouvoir exécutif, pour moi, est quelque chose qui continue en fait de mettre des boutons, parce qu'on sait comment ils rentrent, on ne sait pas si un jour ils vont en sortir. Et ça me terrifie. Et ce que propose Piketty, là, je trouve qu'il franchit le Rubicon, tu vois, il dit, pourquoi pas. Et tout d'un coup, tu as un homme de gauche, en fait, qui envisage Jordan Bardella à Matignon. Moi, j'avoue que j'en tombe un peu des nues, tu vois. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Piketty non plus. D'abord parce qu'en effet, je pense qu'il y a quelque chose d'une acceptation de quelque chose de gravissime. Ce qu'on a dit tout à l'heure, et quand on voit ce que fait Trump aux États-Unis, qui n'est pas arrivé comme un fasciste, hein, il est candidat des Républicains, on ne peut pas dire qu'il est a priori plus à droite que Marine Le Pen. Enfin, tu vois,
j'en sais rien quoi. Quand tu vois à quel point ils maltraitent des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, notamment issus de l'immigration, notamment les transgenres, quand tu vois comment ils maltraitent la science, la connaissance, notamment sur tous les enjeux qui ont à voir avec le dérèglement climatique, les écosystèmes, etc. La liberté de pensée, de parole, la contradiction, le fait qu'il assimile toute la gauche au criminel contre Charles Kirk. Bref, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vont le prendre durement, mais très durement, dans leur chair, dans leur vie. Donc ça, j'ai pas envie de l'accepter. Ça, je pense que, moi aussi, j'ai voté Emmanuel Macron, parce que je ne peux pas accepter de relativiser un tant soit peu la gravité de ces politiques-là pour tous ces gens-là. Voilà, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'en politique, on ne n'est pas simplement, et c'est là où je pense que Piketty se trompe, c'est qu'on regarde les dynamiques. Or, en faisant cela, il participe finalement à la banalisation de l'extrême droite. Il participe à ce regroupement de la droite et de l'extrême droite. Alors, il y en a d'autres qui y participent et qui y travaillent, mais comme des acteurs politiques. Je pense que quand Laurent Wauquiez dit la semaine dernière qu'il est pour rassembler toutes les droites, quand Nicolas Sarkozy reçoit Jordan Bardella dans son bureau, quand Emmanuel Macron fait de Éric Soler son conseiller principal, alors que c'est un ardent militant du Rassemblement des droites. C'est pas Éric Soler, mais non, c'est Thierry Soler, pardon. Oh. Thierry Soler. Je pense à Philippe Soler. Non, Thierry Soler, c'est son conseiller principal. Quand on sait que notre Premier ministre... Le Cornu. J'ai même oublié son nom. Non, mais préféré, j'allais dire, Le Cornu dîne avec Marine Le Pen. Il y a des gens qui travaillent actuellement à la fusion des droites et de l'extrême droite, à leur rapprochement, comme ça s'est produit aux États-Unis et comme ça s'est produit en Italie, parce que c'est quand même ça qui s'est passé avec le parti de Silvio Berlusconi, qui était le parti de la droite et qui s'est associé à l'extrême droite, comme ça se produit dans beaucoup d'endroits, comme comment elle s'appelle, Ursula von der Leyen s'apprête à le faire ou s'apprêtait à le faire avant les élections et qu'elle a probablement pas complètement perdu cette idée-là au Parlement européen. Bref, comme en Angleterre, où ça se prépare. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui y travaillent. Je crois qu'il faut essayer de s'y opposer. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi ? Parce que, d'abord, je pense qu'on est embarqué dans... C'est une dynamique qui sera puissante. C'est-à-dire que si tu as la droite et l'extrême droite rassemblées, quand la gauche fait 30%, ça fait pas beaucoup ça ne fait pas beaucoup de chance. Certes, on peut monter, certes, on peut gagner en dynamisme et en attractivité, en caractère plaisant de notre proposition, mais enfin, si la droite et l'extrême droite se rassemblent et fusionnent, c'est pas une bonne nouvelle. Et quand on n'est pas simplement un commentateur, mais quand on est un peu conscient des enjeux politiques, on ne peut pas valider ça. On ne peut pas apporter de l'eau au moulin de ce franchissement des frontières. Il faut rappeler les limites. Il y en a quelques-uns qui le font à droite, pas beaucoup. Il y a Xavier Bertrand dans le Nord, il y a Dominique de Villepin, il y en a quelques-uns qui ont encore un peu de voix à l'intérieur de la droite pour pouvoir dire non, ça c'est non, quoi. Et c'est eux qu'il faut appuyer, et parce que là on est embarqué dans un truc dont on ne se sortira pas, et que ça aura des effets d'une gravité immense pour la démocratie et pour les gens qui vivent dans notre pays. Je suis complètement d'accord avec toi, et en plus c'est une question aussi numérique. C'est que là on parle de tripartition de l'espace politique, à la bonne heure ça fait 30-30-30. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, mais enfin, mais si tu commences à dire, bon bah,
la droite, compris l'extrême droite, face à la gauche, tout d'un coup, ils font 70. Ben et, oui. genre, et tout d'un coup, ils deviennent genre une espèce de puissance. D'autant plus que à l'intérieur du coup de ce bloc qui, je pense, est encore artificiel, mais que désignent Thomas Piketty et Julia Cagé, la partie la plus en dynamique, c'est l'extrême droite. Donc, c'est le Rassemblement national aujourd'hui qui est le plus le plus fort, quoi, le plus puissant. Donc, ça voudrait dire que genre, les gens vont se mettre dans son siège. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est le Tea Party qui a absorbé le Parti républicain. Exactement. C'est ça qui s'est produit. Alors après, là où toi, tu as donné des éléments en fait de résistance, tu vois, parce que en fait, et c'est assez intéressant, tu parles du rôle de commentateur de Thomas Piketty, mais son rôle aussi d'acteur en fait de la politique. Et d'ailleurs, moi, quand je l'ai présenté, j'ai dit c'est une personne de gauche en fait qui vient à la télévision. Et parce que il y a aussi des arguments qui vont dans son sens. Il y en a quand même beaucoup, tu vois. C'est quoi les arguments qui vont dans son sens? Les arguments qui vont dans le sens en fait d'une réunion. Enfin, je veux dire, à la fois ce qu'on a lu là, il y a un livre qui est à paraître et son auteur a donné une interview au Figaro et il raconte les raisons de la dissolution. C'est que Emmanuel Macron voulait donner le pouvoir à l'extrême droite. Ce que tu as raconté sur le Cornu, ce que tu as raconté, enfin, ce qu'on raconte sur tous ces gens qui franchissent le Rubicon, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, enfin, je veux dire, tous ces gens qui ont le fait que ça se prépare ne veut pas dire que c'est souhaitable. Il faut s'y opposer. Mais lui, en fait, ce que fait Thomas Piketty, c'est même pas que c'est souhaitable. Ils le souhaitent pas, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il considère que c'est le prix à payer pour revenir à la bipolarisation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il pense que... Alors que moi, ce que je pense, depuis longtemps, c'est que, et pour souvent avoir des discussions avec des gens de droite, c'est que moi, je suis d'accord avec Thomas Piketty sur le fait que ce qui doit structurer notre espace politique et médiatique, c'est le clivage gauche-droite. En revanche, moi je dis à l'exclusion de l'extrême droite. Il faut dégager l'extrême droite de ce clivage et essayer de retrouver en fait une droite avec qui on pouvait discuter. Moi j'ai un exemple vraiment concret. Tu vas prendre ta carte? Comment? Tu vas prendre ta carte? À Piketty? Non, à l'UMP pour aller... Alors, comment on fait avec eux? Non, et bien alors, je vais te dire, moi j'ai vu il y a un jeune homme avec qui j'avais des débats, il y a maintenant quelques années, il y a 5 ans, c'était Charles Consigny. Et Charles Consigny, c'était un homme de droite. Et c'était, quand on faisait nos débats, vraiment tu lui disais, l'État social, il veut miser par terre, fonctionnaire, il veut miser par terre, la dette, c'était la chose qui l'intéressait le plus au monde, tous les fonctionnaires sont des paresseux, etc. C'était un vrai libéral. Et quand je dis libéral, c'est qu'il y avait aussi la dimension liberté. Et c'est-à-dire que sur les violences policières, il était impeccable. D'abord, je pense aussi parce qu'il était avocat, mais vraiment, il était impeccable. Il était impeccable aussi sur la question des migratoires. Enfin, je veux dire, il n'était pas raciste. Il disait qu'il fallait les accueillir dignement et que c'était indigne de tout ce qui se passait. Charles Consigny, il a continué son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, il ne tient plus le même discours. Je vois bien, je l'écoute, on ne débat plus ensemble, mais je continue de l'écouter et je suis choqué par sa mue, en fait, la mue de son discours. Alors on pourrait dire que c'est bravage parce qu'il est souvent très ironique et tu sais pas trop si c'est de la posture ou pas, si c'est s'emporter par sa parole ou pas, mais je vois bien que même sur les questions des violences policières, alors tout d'un coup, la France est une France de sauvageons qui mérite bien les coups de bâton que leur donne la police. Ah bon, d'accord, première nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le contraire de ce qu'il disait il y a 5 ans, tu vois. Et donc je vois, et pareil sur les questions des migrants, tu vois, tout d'un coup, maintenant, il reprend les arguments de l'extrême droite, disant que genre, on peut pas accueillir tout le monde, quoi. Et genre, je suis choqué en fait par la vitesse de cette mue, mais pour revenir au point de départ, je pense que il faut que genre, on puisse retrouver de l'adversité, en fait, mais de l'adversité respectable. Est-ce que la gauche, et notamment la gauche de gauche, est capable de trouver une certaine droite respectable? C'est une vraie question. Moi, il y a plein de gens avec qui je discute qui me disent non, la droite, elle est forcément irrespectable et on doit nécnécessairement la mépriser. Qu'est-ce que tu dis ça? Là, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas... Donne-moi l'encre de l'oreille. Oh, arrête. N'importe quoi. Bon, les noms qu'il m'a donnés, ça compte pas. Mais c'est vrai, ça ne compte pas. Non, mais enfin, tu peux toujours trouver le mec du fond de la ligne gauche-droite qui est
l'extrême gauche est déjà trop à gauche, hein, non, stop. Mais voilà, mais moi ce que je pense, c'est, pour revenir à la question de Piketty, moi je pense qu'on peut retrouver en fait une droite avec qui on peut envisager que ben voilà, ils incarnent l'alternative, tu vois, genre aux propositions de gauche. Voilà. Et il faut que ça redevienne ça. En fait, on a besoin de choisir son ennemi. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui a choisi son ennemi, de la gauche, bon, de on dira gauche plus de mal à la d'Édouard gauche. Philippe alors. Comment Non, mais... Je suis pas sûr que ce soit respectable, hein, ce que fait Édouard. Ce que raconte bah, Édouard Philippe. il n'est pas quand même pour l'alliance de toute non, la non, droite. non, hein. il n'est pas pour donc, dans le genre, les migrants et tout. dans le genre droite de droite. Non, non, mais t'as raison, mais ce que je veux dire, c'est que la gauche a participé, et historiquement, et c'est documenté depuis au moins les années 70-80, à désigner l'extrême droite comme son ennemi politique, puis son adversaire politique. C'est-à-dire que tout le monde, depuis Mitterrand, tout le monde utilise l'extrême droite comme étant, voilà, ça c'est le type qu'on va faire monter, qu'on va détester, on va adorer détester, pour, genre, bah bien sûr que si, comme va justement, parce que tout le monde se dit, et y compris dans ces derniers temps, une partie de la gauche, hein, genre tu sais que si tu arrives contre... En 2012, en 2017, tu sais que si tu arrives contre Marine Le Pen au deuxième tour, tu gagnes. Donc autant la faire monter, tu vois. C'est relativement récent, c'est ça. Ça c'est récent. Mais le Mitterrand, il a été un bébé. Le quand tu crois que les 5 dernières années, c'est toute l'histoire. Il n'avait pas joué avec le vote Rassemblement National. J'entends bien, mais néanmoins, je suis d'accord qu'il a voulu et un tout petit peu ce qui s'est passé aussi en Angleterre, sauf qu'en fait, ils sont en train de se faire manger. Mais oui. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'extrême droite, parfois, est favorisée par des jeux machiavéliques, absurdes, mais le fond, jusqu'aux années 2010, c'est-à-dire, en fait, jusqu'à ce que le néolibéralisme produise complètement ses effets, déstructure profondément les sociétés et désespère les gens, et que donc ça fasse monter l'extrême droite, c'était la droite qui était l'adversaire. Je veux dire, Fillon, il n'aimerait pas trop les costumes. Normalement, il battait Marine Le Pen. Hein. Il a raté d'assez peu sa qualification face à Emmanuel Macron en 2017. Je veux dire, on a une droite qui, Sarkozy, Hollande, c'est en 2012 le truc qui est quand même inscrit dans l'histoire. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la gauche a choisi l'extrême droite comme adversaire. Je pense qu'il y a certaines personnes, et comme je ne mets pas tellement Emmanuel Macron dans la gauche, qu'Emmanuel Macron ait bien voulu faire de Marine Le Pen son unique... Lui, il n'a pas choisi comme adversaire, lui, il a choisi comme ami. Donc... Ouais, non, mais je veux dire, lui, il a choisi de s'affronter à Marine Le Pen pour pouvoir s'assurer son élection et sa réélection. Mais c'est pas la gauche, ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, c'est pas grave. Sur ce, on va terminer sur ce désaccord. Pas très grave. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.